Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue pour un sujet que j'ai déjà abordé dans les précédentes vidéos, mais au fur et à mesure de l'actualité. Mais maintenant, concrètement, soyons sérieux 2 minutes. Une troisième guerre mondiale, est-ce que vous y croyez? Alors, que vous ayez peur, ça s'entend. Que vous craignez qu'en effet, l'impossible devienne possible, n'est pas exclu, comme dirait notre cher président Emmanuel Macron. Mais il faut prendre du recul et voir les choses de façon plus globale, à l'échelle internationale. Parce que, on va être très clair, ce dont on vous chante aujourd'hui, le risque de voir la Russie nous attaquer, alors que, en dehors d'une réponse de Vladimir Poutine aux propos de Emmanuel Macron, la Russie n'a jamais eu d'intention d'attaquer un pays européen, ou tout du moins un pays de l'Union européenne, ou un pays de l'OTAN. Et d'ailleurs, que ce soit Poutine ou Medvedev, ils se sont toujours défendus de dire « nous n'avons absolument aucun intérêt à vouloir envisager d'attaquer un pays de l'OTAN ». Et j'ai envie de dire que ce propos est un propos tout à fait logique et cohérent, dans la mesure où si jamais la Russie s'amusait à attaquer un pays de l'OTAN, on connaît déjà l'issue. L'issue qui évidemment n'est pas à envisager. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes un tant soit peu intelligent, si vous savez raisonner, vous savez que la Troisième Guerre mondiale, il n'y aura ni gagnant, ni perdant. Et je dirais même plus, ceux qui ont le plus à perdre, ce sont ceux qui aujourd'hui ont l'ambition de vouloir vous soumettre. Ceux qui veulent le nouvel ordre mondial, dans ce cas-là, s'ils déclenchent une troisième guerre mondiale, ils pourront installer leur nouvel ordre mondial, mais ils auront un nouvel ordre mondial et une gouvernance mondiale sur des ruines, sur une population mondiale affaiblie, en voie de disparition, parce que, évidemment, toute la purée aura des conséquences par la radioactivité sur à la fois la faune, la flore et évidemment même sur les survivants. Même nos milliardaires qui se font construire des bunkers, les bunkers ont une capacité de survie limitée. Il y a un moment donné où ils seront obligés de sortir parce qu'ils n'auront plus de nourriture, parce qu'ils n'auront plus d'eau. Donc, l'autre fait qui est quand même très intéressant, c'est que cette querelle, elle ne concerne qu'une infime minorité de pays à l'échelle mondiale. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Occident qui veut faire de la Russie l'ennemi. Parce que l'Occident a besoin d'un ennemi, un ennemi constant. Après la chute de l'Union soviétique, l'ennemi, c'était le terrorisme islamique. Terrorisme islamique avec un point culminant qu'on appelle le 11 septembre 2001, qui a permis des justifications, qui a permis des guerres, dont certaines d'entre elles d'ailleurs, aujourd'hui, force est de constater que ça n'a pas servi à grand-chose. Qu'ensuite on a joué des jeux d'influence, parce que on sentait bien que la Russie, la Chine devenaient des acteurs de plus en plus importants et de plus en plus menaçants pour l'hégémonie occidentale et qui plus est américaine. Donc on s'est inventé des courants, des mouvements. On s'est rendu compte que certains pays du Maghreb, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, avaient fâcheuse tendance à commencer à lorgner du côté de ce qui allait devenir les BRICS, c'est-à-dire cette entité
économiques que sont le regroupement des pays Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud, le monde unipolaire est menacé. Il est menacé par quoi? Il est menacé par un concept de nouvel ordre mondial multipolaire. Parce que, pour votre information, si vous ne l'avez toujours pas compris, que ce soit Xi Jinping ou Vladimir Poutine, ce sont des mondialistes. Ils sont les mêmes mondialistes que ceux qui sont de notre côté. Sauf que le seul point de désaccord qu'il y a entre eux, c'est que l'Occident veut un monde unipolaire, c'est-à-dire sous le contrôle d'une entité unique, ce qui, quand on entend, quand on chante les louanges de la démocratie, des libertés, etc., est totalement incompatible. Eh bien oui, parce que pour une gouvernance unique dans un monde unipolaire, forcément, les souverainetés nationales disparaissent. On laissera quelques libertés, quelques souverainetés régionales, mais toujours sous contrôle, comme exactement ce que l'Union européenne est en train de faire. C'est-à-dire implanter son hégémonie, implanter une gouvernance fédéraliste, laisser suggérer l'idée que les démocraties, les pays membres de l'Union européenne ont toujours leur souveraineté, mais en réalité, non, elles ne l'ont plus. Eh bien, la gouvernance mondiale unipolaire, c'est exactement pareil. Souvenez-vous ce que Attali souvent chantait, c'est « moi je rêve d'une gouvernance mondiale qui serait à Jérusalem ». Jérusalem, la ville par excellence représentative de toutes les religions monothéistes. Ben oui, mais qui serait à la tête de cette gouvernance mondiale? Parce que toutes les organisations, mouvements, alliances, quand il y a une direction, c'est pas très souvent de façon très objective, de façon détachée, de façon en abnégation de l'intérêt national, de l'intérêt patriote de celui qui est nommé à la tête de l'organisation. Je veux dire, regardez l'OTAN. L'OTAN a une administration civile avec une direction tournante, super. Mais, comme je vous l'avais déjà expliqué, la direction militaire, c'est-à-dire l'organisation militaire de l'OTAN, elle, par contre, reste sous le contrôle américain. Ce sont les Américains qui décident si, oui ou non, on va faire la guerre au nom de l'OTAN sur tel ou tel pays. Le reste, ce n'est que de la bureaucratie, ce n'est que de l'illusion. C'est exactement la même chose avec le Parlement européen. Le Parlement européen n'est que la symbolique de la démocratie. Mais en réalité, comme je vous l'avais déjà expliqué, et c'est encore plus vrai aujourd'hui dans les pays membres où les parlements sont façonnés de la même manière, c'est-à-dire qu'on s'assure que tous ceux qui prétendent à se faire élire un siège de député européen soient en grande majorité des européistes convaincus, qu'ils soient de gauche, écologistes, de droite ou des extrêmes. Sinon, si vous êtes un anti-européiste, vous dégagez. C'est comme Asselineau. Bon, Asselineau, là, il n'arrive pas à boucler son financement pour la campagne des européennes. Mais moi, je pose la question, je dis, quand on est pour le Frexit, pourquoi tu veux t'inscrire pour des élections européennes? Pour avoir quoi? Pour avoir peut-être un ou deux candidats dans une coalition multipartiste, européiste, souverainiste, et que le souverainisme soit représenté au Parlement européen? Oui, en effet, pourquoi pas? Mais malheureusement, vous serez toujours minoritaire. C'est-à-dire que finalement, vous serez au Parlement européen, c'est bien, vous aurez une représentation au Parlement européen, c'est bien, mais vous brasserez du vent.
Eh bien, regardez l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'Assemblée nationale est majoritairement prise par des gens qui se pinaillent, qui s'insultent, etc., mais qui en réalité ont le même but. Faire un semblant de démocratie, mais que si par un jeu d'élections, etc., ils arrivent au pouvoir, tout d'un coup on se rend compte que sur certains points que l'on croyait, sur lesquels ils étaient positionnés contre, finalement, tout d'un coup ils s'assouplissent. Tout d'un coup, ils changent leur fusil d'épaule. Regardez la Meloni en Italie. Donc, pour revenir à ces histoires de petites... en gros, on va être très clair. C'est à celui qui... C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer à celui qui a les plus gros muscles. Mais c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois qu'ils jouent à ce petit jeu, moi j'ai la plus grosse que toi, etc. Mais sauf que là, on a l'impression qu'en réalité, tout est fait pour détourner l'attention. Aux États-Unis, pareil, c'est le même principe, on détourne l'attention en faisant peur aux Américains que la Russie va devenir la nouvelle URSS. Et d'ailleurs, il suffit d'entendre beaucoup d'Américains sur ce sujet. Moi, j'ai des proches qui, si je les lance sur Poutine, etc., on va se rendre compte que très rapidement, il ne faut que répéter comme des perroquets ce que certains podcasteurs, youtubeurs ou certains médias répètent en boucle. Mais dès que je leur amène le sujet, je dis ok, mais est-ce que pouvez-vous considérer que Poutine, à son niveau, par rapport à son pays, par rapport à la culture spécifique de son pays, à la structure de son pays, où je rappelle quand même que la Russie est une jeune démocratie. Hein, donc, Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Donc oui, il y a des problèmes en Russie, mais des problèmes qu'il faut savoir gérer de façon peut-être parfois sévère, avec une poigne de fer. Ce que nous ne comprenons pas, puisque nous sommes tellement atrophiés du bulbe, tellement assouplis, tellement infantilisés, tellement immatures, qu'évidemment, quand dans un pays, un dirigeant prend des décisions radicales sur certains sujets, on ne comprend pas. Et même, je dirais, il y en a certains qui ne veulent pas comprendre. Donc on ne comprend pas, donc tout de suite, on accuse ce dirigeant d'être un dictateur. Alors qu'il n'est pas plus dictateur que ceux que vous élisez. La seule chose qui change, c'est le contexte. C'est le contexte de régime, c'est le contexte de système, c'est le contexte de population, c'est le contexte de culture. Mais malheureusement, quand on a un pays comme les États-Unis, qui est un pays très isolationniste culturellement, aller faire comprendre aux Américains qu'il faut, à un moment donné, prendre de la hauteur et observer les choses dans leur globalité, tant sur le plan politique, culturel, historique, que géopolitique. Et là, évidemment, il y a un grand vide. Il y a un grand vide de connaissances, il y a un grand vide de conscience sur le fait que, comme je le dis souvent, c'est pas parce que chez nous, il y a des choses qui fonctionnent que forcément, elles doivent fonctionner dans d'autres pays. Je parlais tout à l'heure du Maghreb et du Moyen-Orient. Je veux dire, les printemps arabes. Les printemps arabes, ils ne sont pas nés comme ça spontanément du jour au lendemain. Ce sont des pays dans lesquels il y avait des problèmes en effet, de totalitarisme, d'insécurité, de liberté. Il suffit de choper 2-3 personnes qu'on appelle des dissidents, etc. On les forme, on les aide, on les structure, on les organise, on leur donne une logistique pour leur permettre, à un moment donné, de commencer à foutre le bordel dans leur pays. Je veux dire, Navalny n'était pas un politicien, n'était pas un dissident politique à proprement parler. C'était un pion.
C'était un outil. Et donc, ceux qui pensent que ces choses arrivent de façon spontanée par la conséquence d'une cause, d'une situation, mais j'ai envie de leur dire, oui, ça peut arriver. Sauf que quand c'est spontané tel que vous le croyez, en règle générale, c'est sévèrement réprimé. Au-delà du fait que vous ayez un mouvement beaucoup plus important, beaucoup plus global, qui frise l'insurrection, qui frise la guerre civile, là en effet. Mais là encore, est-ce qu'il n'y a pas derrière des gens pour allumer la mèche, pour alimenter les braises, comme en Ukraine? Je veux dire, les idiots utiles qui pensent que l'Ukraine est une démocratie, est une jeune démocratie, est un pays libre et souverain, mais j'ai envie de leur dire, mais non, il n'a jamais été. À partir du moment où il a déclaré son indépendance, ce pays, en 91, il ne s'est pas passé une seconde après la signature de son indépendance que déjà il y avait des infrastructures, il y avait déjà des organisations, il y avait déjà des mouvements, il y avait déjà des gens, des personnes sur place pour commencer à poser les jalons des intérêts occidentaux et plus particulièrement américains. Je rappelle pour mémoire que Joe Biden, vice-président, a réussi à placer son fils Hunter Biden à la direction de la société Burisma. Qu'est-ce qu'un Américain vient foutre à la présidence d'une société, d'une compagnie ukrainienne, qui plus est de gaz? Victoria Nuland, on en a parlé récemment, qui a été mise à la retraite. Mais elle a été de tous les coups. Elle a été de toute l'organisation, en coulisses, des différentes révolutions oranges. Je veux dire, dès les années 90 en Ukraine, il y a eu des conflits, il y a eu des divergences, il y a eu des différends politiques, d'où certains points culminants qu'on appelle les révolutions oranges, mais qui étaient très clairement manipulés, orientés par les Américains, par la CIA. Pourquoi ? Parce que déjà, on voulait démanteler. Là, comment ça s'appelait déjà ? Je ne sais plus, c'était la CIE, la communauté des États... Non, la CEI, voilà, c'était la communauté des États indépendants. Sauf que les États indépendants, ils ont pris leur indépendance, donc ils ont quitté cette CEI qui remplaçait l'Union soviétique. Donc évidemment, il y a des pays qui se sont émancipés, en effet, qui ont profité de la situation et qui ont pris leur liberté, mais qui ont toujours conservé à l'idée l'intérêt de garder des liens commerciaux, économiques, politiques avec la Russie. Parce que c'est leur région, parce que c'est leurs intérêts. Contrairement à d'autres pays où on a joué un petit peu des coudes pour dire oui, mais vous avez plus d'intérêt d'aller de notre côté parce que nous sommes la démocratie, nous sommes la liberté, nous sommes la souveraineté. Oui, sauf que le problème, c'est que derrière, c'est aussi la possibilité à des intérêts ultralibéraux, à des intérêts capitalistes, à des intérêts financiers, de mettre la main sur des activités économiques, sur des ressources de ces pays. Et l'Ukraine n'a pas échappé à la règle. L'Ukraine, dans les années 90 et les années 2000, a été un terrain de guerre géopolitique, c'est-à-dire de guerre d'influence. D'ailleurs, pour votre information, une enquête diligentée par la justice ukrainienne, le rapport final a démontré que les événements de Maïdan, en réalité, il semble bien que ces événements, tout du moins le côté tragique des événements de Maïdan, ont été provoqués par des gens qui travaillaient pour des groupuscules néo-nazis. Ce sont donc bien que les nationalistes qui ont provoqué le bordel.
Mais ça, évidemment, on n'en parle pas. Tout comme on ne parle pas que dans les années 2000, l'Ukraine était déjà de notoriété publique, un pays avec lequel il y avait des trafics, trafic d'humains, trafic de prostitution, trafic d'enfants, trafic d'organes. C'est de notoriété publique. Preuve en est, il existe encore cette trace d'un reportage de France Télévisions qui avait été fait en 2004 ou 2005, je ne sais plus, 2007. Et dans ce reportage de France Télévisions, télévision publique, il relatait bien un certain nombre de problèmes en Ukraine, voire même définissait l'Ukraine comme étant une plaque tournante de certains trafics. C'est de notoriété publique. Mais tout ça, évidemment, a disparu de l'information auprès du grand public. Parce qu'on veut que l'opinion ne garde à l'idée qu'une seule chose, c'est que la pauvre Ukraine a été attaquée par la méchante Russie. Et qu'il faut protéger l'Ukraine de l'invasion de la méchante Russie, quitte même à vous demander de verser 10% de votre salaire pour financer l'Ukraine. Sauf que tout ce qu'on envoie en Ukraine, malheureusement, n'arrive pas là où c'est censé arriver. Parce qu'il y a des intermédiaires et que parmi les intermédiaires, certains se sucrent au passage. Je rappelle, les Panama Papers ont révélé que M. Zelensky investissait en masse dans de la pierre dans un certain nombre de pays. D'où sort l'argent ? Vous n'allez pas me dire que l'argent sort de sa carrière à la télévision de comique, troupier. Non. C'est de notoriété publique qu'encore aujourd'hui, certains pays de l'Est sont toujours confrontés à un certain nombre de problèmes mafieux, que ce soit la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, que ce soit la Tchéquie, que ce soit la Slovaquie. Ce sont des endroits où malheureusement, il existe et il existera toujours des trafics, des organismes, des organisations dans lesquels un certain nombre d'intérêts occidentaux de l'Ouest sont évidemment mouillés. Bien sûr, c'est compliqué, bien sûr que ce sont des mécaniques et des rouages extrêmement compliqués. Mais vous savez aussi bien que moi que pour l'information de masse, on ne peut pas aller dans le détail, on ne peut pas aller dans la complexité des choses. On simplifie. Et c'est encore plus vrai de simplifier quand il s'agit de faire de la propagande, quand il s'agit de convaincre l'opinion d'une raison et non pas d'une autre. Hors de question que l'opinion considère Vladimir Poutine comme étant un dirigeant qui essaye de redresser, de donner ses lettres de noblesse à son pays, même si en effet, il a encore un certain nombre de problèmes. Des problèmes de liberté d'expression, de liberté d'opinion, et pourtant, des partis d'opposition, des partis politiques d'opposition, il en existe. Mais là encore, il existe des partis politiques intègres, comme il existe des partis politiques où ce sont en fait des agents extérieurs, ou des gens manipulés ou qui agissent pour le compte d'interventionnisme extérieur. Ce que les Américains ont accusé Donald Trump d'être un agent de Moscou. Ce que même encore aujourd'hui, même en Europe, même en France, certains politiciens s'amusent à dire que lorsqu'un politicien commence à devenir un petit peu gênant et commence à dire des choses qu'il ne faut pas dire, tout de suite on va essayer de lui trouver des liens de cause à effet avec la Russie. Regardez le Rassemblement national par exemple. Certains députés n'hésitent pas parfois dans leur argumentaire à ressortir le fait que de toute façon le Rassemblement national a des accointances avec la Russie. Preuve en est, c'est qu'ils ont eu le bénéfice de certains crédits bancaires de la part de banques russes. Donc si par exemple
va chercher un crédit dans une banque anglaise comme je ne sais plus quelle banque, des noms de banques, de noms de banques étrangères. Donc ça veut dire que vous êtes en réalité payé par le pays d'où vient la banque. Si vous travaillez pour Apple ou Google en France, donc vous êtes un agent américain. Non, attendez. À un moment donné, il faut arrêter les enfantillages. Donc, la problématique, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit ces gens, ces politiciens qui commencent à vouloir vous faire peur avec le spectre ou l'épée de Damoclès d'une troisième guerre mondiale, en réalité, ils sont parfaitement conscients que ça n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aux ordres de gens qui, eux, ont tout intérêt à ce que ça n'arrive jamais. C'est-à-dire tout ce qui est Rockefeller, tout ce qui est JP Morgan, Goldman Sachs, Vanguard, BlackRock, et j'en passe, c'est les meilleurs. Tous ces gens-là, tous ces organismes-là, toute cette finance internationale, elle n'a absolument aucun intérêt à voir tous les pays en train de se balancer des bombes nucléaires sur le coin de la gueule. D'autant plus que le système financier international aujourd'hui, il est plutôt malade parce que justement, il n'y a plus de rendement, il n'y a plus rien qui ressort. Donc on essaie désespérément d'essayer de casser des codes, de casser des règles pour développer des marchés, pour développer des activités, pour essayer de tuer un certain nombre de normes, un certain nombre de règles qui normalement sont censées protéger le consommateur. Mais voilà. L'ultralibéralisme a encore des jours devant lui. Et c'est pas son intérêt de voir l'Occident et la Russie se taper sur la gueule à coups de bombes nucléaires. D'autant plus qu'il y a un pays quand même, vous remarquerez que dans ces histoires de petits muscles, il y a un pays dont on parle très très peu et qui pourtant, lui aussi, il a quand même son centre d'intérêt, c'est la Chine. Hein ? Je ne sais pas si... Quand Macron balance, oui, il n'est pas exclu que nous envoyions des troupes en Ukraine. Pour se battre contre qui ? Se battre contre les Russes. Ben oui, mais qui est allié des Russes ? La Chine. Mais dites-moi, combien de grosses compagnies de consortium aujourd'hui dépendent dans leurs activités commerciales de la production chinoise ? Même s'ils essayent aujourd'hui d'essayer de trouver des modèles de production ailleurs qu'en Chine, mais la Chine reste l'usine du monde, l'usine mondialisée. Même si aujourd'hui, depuis maintenant une quinzaine d'années, la Chine devient de plus en plus agressive pour prendre son indépendance en matière de production, en matière d'exportation et d'importation de produits. L'étau se resserre. Sauf que l'étau se resserre tellement que ça devient de plus en plus visible que les politiciens sont des neuneux, des marionnettes, qu'on place de plus en plus de gens incompétents pour détruire justement les États-nations, que certains n'ont toujours pas compris que Donald Trump aux États-Unis, c'est un symptôme de l'échec, de la déliquescence de la démocratie américaine, que les politiciens tant démocrates, surtout démocrates, croient avoir le monopole du cœur, mais se rendent compte que finalement ils ont tellement abusé, tellement craché sur l'Amérique rurale, sur l'Amérique populaire, qu'il y a un moment donné où la fracture se fait de plus en plus pour définir ce que j'appelle
la légende ou l'histoire des rats des villes et des rats des champs, pour ceux qui connaissent cette histoire. Donc c'est complètement idiot, c'est complètement stupide. Ou alors, si une troisième guerre mondiale se déclenche, alors ça voudrait dire que tout le système financier, que tout le système globaliste et mondialiste est mort. C'est-à-dire qu'il est en train de mourir. Donc, en mourant, il décide tout simplement de s'aborder le navire. Mais là encore, je ne suis pas persuadé qu'ils en sont à ce stade. Ils ont encore de la ressource, ils ont encore beaucoup de travail, un travail qui peut être payant pour eux, qui peut être très lucratif. C'est de conquérir et d'avoir des monopoles en cassant, et ça fait partie, c'est une partie du plan, en cassant les États-nations, en cassant les souverainetés d'États et en soumettant tout simplement l'ensemble des peuples mondiaux. Et, par définition, installer ce fameux nouvel ordre mondial, qui reste, je vous rassure, toujours le même objectif aujourd'hui. Donc, troisième guerre mondiale, bombe nucléaire, oubliez, réfléchissez, observez. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.